C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce texte provisoire d'un accord de paix entre Kigali et Kinshasa paraphé à Washington. Il prévoit notamment la fin des hostilités dans l'est de la RDC et le départ du M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit d'une étape décisive avant la signature d'un accord de paix. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Le bras de fer entre le Sénégal et le pétrolier australien Woodside. Il exploite le plus important gisement du pays. Les deux parties devaient régler leur litige fiscal ce jeudi au tribunal de Dakar, mais le dialogue n'a pas abouti. La correspondance dans un instant. Cette restitution de plus d'une centaine de bronzes au Nigeria par les Pays-Bas, il s'agit de l'une des plus importantes de l'époque coloniale. Le musée national de Lagos accueillera 4 des pièces restituées. Les détails à la fin de cette édition. Se rapproche-t-on de la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Les experts congolais et rwandais réunis à Washington ont paraphé un texte provisoire d'un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Il prévoit notamment la fin des hostilités dans l'est de la RDC, où le M23, soutenu par le Rwanda, contrôle de larges pans du territoire. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Jusqu'au dernier moment, les discussions entre les délégations rwandaises et congolaises ont été tendues. La semaine dernière encore, le ministre rwandais des Affaires étrangères avait affirmé qu'aucun accord n'était envisageable à ce stade. Mais finalement, des compromis ont été trouvés. Le département d'État américain a annoncé qu'un texte préliminaire d'un accord de paix a été signé par les délégations d'experts venus de Kinshasa et de Kigali. Alors ce texte contient 5 points majeurs, notamment le respect de l'intégrité territoriale et la cessation des hostilités, mais aussi le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ainsi qu'un cadre d'intégration régionale économique. Mais c'est encore un texte provisoire. Un accord de paix doit être formellement signé. Le département d'État américain annonce cette signature pour le 27 juin à Washington. Alors cette signature représente un espoir dans l'est de la République démocratique du Congo, car jusque-là, les différents accords et feuilles de route signés sous l'égide des différents médiateurs de ce conflit n'ont eu aucun impact sur le terrain. On en vient à ce litige fiscal opposant le Sénégal au pétrolier Woodside. Les deux parties devaient s'expliquer ce jeudi au tribunal de Dakar. L'administration fiscale sénégalaise réclame 62,5 millions d'euros au groupe australien qui exploite le plus important gisement sénégalais. Woodside, de son côté, conteste ces chiffres et a même lancé une procédure d'arbitrage à l'international. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Elie Mandao. L'audience civile qui devait opposer l'entreprise australienne Woodside et l'État du Sénégal ce jeudi au tribunal de Dakar était très attendue, mais jusqu'ici, peu d'informations ont filtré de cette audience. Le litige fiscal entre les deux parties porte sur la somme de 41 milliards de francs CFA, environ 62,5 millions d'euros. Les procédures ont été enclenchées depuis maintenant plusieurs mois par l'administration fiscale sénégalaise. Woodside conteste ces chiffres et a même décidé d'internationaliser le combat auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisseurs. Woodside estime qu'il y a une absence de résolution dans certains points de ce redressement fiscal. Cette affaire intervient alors que le champ pétrolier de Sangomar au large des côtes sénégalaises exploité par les Australiens tourne à plein régime à environ 100 000 barils de pétrole par jour. L'affaire intervient également en plein contexte de renégociation des contrats pétroliers voulus par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Les verdicts des différents tribunaux dans cette affaire seront ainsi très attendus par les investisseurs. Au Kenya, un tribunal a condamné jeudi 2 hommes à 30 ans de prison pour terrorisme en raison de leur implication dans l'attaque meurtrière d'un hôtel de luxe et d'un complexe de bureaux dans le centre de Nairobi en 2019. Le siège avait duré 20 heures. La police avait secouru quelques 700 civils. 5 hommes armés appartenant au groupe somalien Shebab, lié à Al-Qaïda, avaient pris d'assaut le complexe. On écoute la juge du tribunal à Nairobi. Ceux qui ont aidé les terroristes ne portent peut-être pas d'armes, n'ont peut-être pas porté d'armes, mais ils sont tout aussi complices de la violence qui s'en est suivie.
C'est plus qu'un comportement criminel. C'est une trahison du tissu même de notre nation. C'est impardonnable. Que cette sentence ne soit donc pas seulement prononcée par la loi, mais aussi par la douleur de notre peuple meurtri. Pour ceux qui ont soutenu l'ennemi, qui ont contribué à rendre l'attaque possible, aujourd'hui la justice répond. Et le Kenya se souvient. On prend la direction à présent de Libreville au Gabon, où des quartiers entiers sont rasés pour laisser place au boulevard de la Transition. Des milliers de familles déguerpies dénoncent un processus d'indemnisation inéquitable. De leur côté, les autorités assurent avoir respecté les procédures. Reportage de nos correspondants Marcel Amoko, Ismaël Obianze et Jires Ngana. Tous Mavungu, 75 ans, contemple les débris de sa maison. Comme lui, des dizaines de familles gabonaises dorment à la Belle Étoile depuis le 2 juin dernier, en plein cœur de Libreville. La détresse de ce père de famille à la retraite résume le drame de ces sinistrés qui attendent toujours d'être indemnisés. Si j'avais reçu l'argent, vous ne me verrez pas là. Je n'ai pas le temps à perdre comme ça. Moi, ce que je veux seulement, qu'on me donne le terrain. Si je retrouve encore le plan de ma maison, qui me la reproduise là. On va contacter cette dame-là. Depuis le début de ces démolitions, le collectif des déguerpis s'est réuni chaque jour pour dénoncer la brutalité de l'État et un processus d'indemnisation inéquitable. À sa tête, gréviste Ndong Owono, qui exige transparence et réparation immédiate pour des centaines de familles laissées sans toit. Des personnes ont été indemnisées, des personnes ont été cassées. Ces personnes sont connues, mais ce que l'on refuse, c'est la généralisation de tous. Et ce que l'on revendique, bien évidemment, c'est la vérité. Or, après la vérité, bien évidemment, il faut qu'on puisse mettre en place un plan de relogement urgent. Début juin, les autorités gabonaises ont décidé de raser des quartiers entiers de Libreville pour les remplacer par des bâtiments administratifs. Des déguerpissements qui ont respecté toutes les procédures, selon le directeur de l'agence d'urbanisme. Tout le monde ici le sait depuis une dizaine d'années que l'État a des projets dans cette zone. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Nous sommes passés ici, nous avons demandé aux uns aux autres de prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase d'exécution et nous avons les documents. Voilà. L'État ne va pas payer deux fois pour la même chose. Un dialogue de sourds entre le discours officiel et la réalité vécue par les déguerpis. Alors que les bulldozers avancent, la question des indemnisations et du relogement n'a toujours pas été réglée, malgré les promesses des autorités. Cette initiative menée par l'ONG Environmental Foundation for Africa en Sierra Leone, des habitants patrouillent autour d'une forêt tropicale protégée pour démanteler les installations illégales de charbon. L'ONG est missionnée depuis 1 an et jusqu'à 2028 par le gouvernement et le programme des Nations Unies pour le développement. Clémence Valère. Observant les restes d'un camp illégal de charbonniers, César Sénési dirige son équipe de bénévoles. Ils font partie d'unités d'habitants sierra-léonais qui patrouillent et démantèlent ces installations interdites qui pullulent autour de cette forêt tropicale protégée. Ils récoltent aussi des preuves pour permettre aux autorités d'organiser des raids. Nous, les citoyens, si nous sommes fortement impliqués, nous veillerons à ce que ces activités illégales prennent fin. Nous mettons parfois de l'essence sur leur charbon, nous les allumons, les prenons en photo, puis nous envoyons les preuves. Sur un autre site, à une dizaine de kilomètres de là, les patrouilleurs sont en colère. Les dégâts causés par les charbonniers sont conséquents. Ils y ont mis le feu pour déforester et commencer à construire des habitations. Les gens évacuent, puis ils mettent le feu. Et une fois que l'endroit est brûlé, ils peuvent venir et commencer à faire tous les travaux de construction qu'ils veulent faire si personne ne les arrête. Nous sommes vraiment en colère, nous sommes tristes, nous sommes furieux, nous sommes dévastés. Sur les 18 000 hectares de forêt du parc, presque un tiers ont été perdus ou gravement dégradés depuis 2012. Pourtant, selon l'UNESCO, il abrite 80 à 90% de la biodiversité du pays, qui est l'un des plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. La Fondation pour l'environnement en Afrique a été chargée par le gouvernement sierra-léonais et l'ONU de restaurer 2000 hectares d'ici 2028. Les Pays-Bas ont restitué 119 bronzes du Bénin au Nigeria. Il s'agit de l'une des plus importantes restitutions d'artefacts de l'époque coloniale depuis leur pillage par les forces britanniques en 1897. Le musée national de Lagos accueillera 4 des pièces restituées. Une cérémonie de remise officielle est prévue ce samedi. Les détails avec Emily Boyle.
Après un voyage de plus de 5000 km depuis les Pays-Bas, ces boîtes sont enfin arrivées au Nigeria. À l'intérieur, 119 pièces des bronzes du Bénin, trésor de l'ancien royaume du peuple Edo, volé par les forces coloniales britanniques il y a plus de 120 ans. En ce qui concerne les bronzes du Bénin, nous savons ce qui leur est arrivé. Nous savons pourquoi ils ont été retirés du Nigeria et quand ils l'ont été. Alors, quand on fait l'analyse de cette collection, et cela a été fait aux Pays-Bas aussi, il était temps pour nous de les ramener. Les bronzes du Bénin ont été créés entre le XIIIe et le XVIe siècle. Ils constituent les meilleurs vestiges de la culture du peuple Edo. Cela représente l'identité nationale qui nous a été confisquée en 1897. Il est nécessaire de restituer ces artefacts. C'est important parce que c'est comme restaurer la dignité. Les bronzes décoraient autrefois le palais royal du royaume de Bénin, aujourd'hui l'État d'Edo au Nigeria. En 1897, pour se venger d'une embuscade, les forces coloniales britanniques ont organisé une expédition punitive et ont envahi Benin City. Les Britanniques ont tué des milliers d'habitants, incendié des maisons et volé les bronzes du palais royal. C'est un pas dans la bonne direction, mais à terme, nous aimerions que les 900 pièces nous soient restituées parce que ce n'est pas seulement de l'art, c'est une partie de l'histoire, en particulier de l'histoire qui est principalement orale. Cette dernière livraison est la plus importante restitution physique au Nigeria depuis la fin de la colonisation. Les bronzes du Bénin sont encore dispersés dans environ 160 musées à travers le monde. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Boussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.